BX1 ⁇ L'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité ce midi, c'est Alexia Bertrand, chef de groupe du mouvement réformateur au Parlement régional bruxellois. Bonjour Alexia Bertrand, merci d'être avec nous. Bonjour. Plan de relance présenté par le gouvernement bruxellois hier midi. Vous avez sorti un communiqué et vous dites qu'il n'y a rien de neuf. Vous n'exagérez pas un petit peu, il n'y a vraiment rien de neuf? Alors non, je suppose que vous avez fait vous-même l'exercice de lecture du plan de relance et si vous le comparez à la déclaration de politique régionale, ce sont les mêmes recettes, ce sont les mêmes mots, à se demander même si le gouvernement bruxellois a pris la mesure de la crise que nous traversons, parce qu'on revient avec exactement la même chose que ce qu'il y a un an, mais la seule différence c'est que maintenant ça permet de justifier l'endettement sous couvert ou sous prétexte de corona. Ouais. Il y a quand même 120 millions d'euros de nouvelles mesures qui ont été annoncées dans le cadre de cette lutte contre le Covid-19. On rappelle qu'il y avait déjà eu plus d'un demi-million qui avait déjà été annoncé avec différentes mesures de soutien des primes pour les entreprises. Là, il y a 120 millions de nouvelles mesures. Vous persistez, il n'y a rien de neuf. Il y a quand même des mesures pour Actiris, il y a une prime de 100 € pour les ménages les plus défavorisés. Ça, c'est quand même du neuf, non ? Alors, je me permets de corriger, c'était un demi-milliard en mesure de soutien, 500 millions effectivement, et ici c'est 120 millions en mesure de relance. Mais au-delà du chiffre en fait et du montant, ce qui compte c'est ce qu'il y a derrière les montants. Et ici, en fait, c'est carrément même assumé que c'est pas neuf, parce qu'on nous explique qu'en matière de formation, on va développer les mesures existantes de mise à l'emploi. Waouh! Et donc on a attendu 4 mois pour ça, pour nous expliquer qu'on va travailler avec les outils qu'on connaît déjà depuis des années, les ACS, les articles 60, l'accompagnement. On nous dit même dans ce plan qu'il faut un accompagnement qualitatif des demandeurs d'emploi. Est-ce que c'est un aveu du gouvernement qui nous dit qu'en fait, ça n'a pas eu lieu jusqu'à présent? Non, en matière de mobilité, de logement, de formation, d'économie, d'emploi, il n'y a rien de neuf, Fabrice Grosfilet. Une fois de plus, je vous invite à le lire. C'est le même cap, il n'y a pas de changement de cap. Et je n'irai même un pas plus loin aujourd'hui. Je pense qu'en fait, comme je vous le disais, le gouvernement n'a pas pris la mesure de la crise parce que ce plan est hors sol, en fait. Ce plan est hors sol parce qu'on oublie la base. Il parle, et je vous lis une phrase, vous allez tout de suite comprendre. Dans les 5 objectifs transversaux, il faut que les mesures permettent de préserver les emplois et ou de créer des emplois. Et ou. C'est quand même audacieux. Donc, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, avec le chômage qu'on connaît, avec tous les chiffres, la base de la base, la priorité, ça doit être de créer de l'emploi? Non, la priorité du gouvernement bruxellois, c'est de le préserver. La priorité du gouvernement bruxellois, c'est le bien-être au travail avant même de créer les emplois. Et donc, on ne répond pas à une crise comme celle-là par le bien-être. Bien sûr que le bien-être au travail, c'est important, mais si vous voulez du bien-être, il faut d'abord avoir un travail. On nous explique qu'il faut préserver l'emploi, qu'il faut relocaliser la production. Mais avant de relocaliser une production, il faut créer le terrain fertile pour qu'il y ait une production. Oui. Et tout ça, ça ne s'y trouve pas. Oui, vous avez une phrase quand même qui est très, très forte dans votre communiqué. La majorité bruxelloise pousse ses habitants dans un cercle vicieux de pauvreté. Vous n'y allez pas un petit peu fort là quand même, Alexia Bertrand? En gros, vous accusez la majorité actuelle de Rudy Verwoerd de fabriquer des pauvres. Alors j'y vais un petit peu fort, oui, mais je pense que ça, c'est exactement ce vers quoi on va. Parce que ce plan, il va coûter cher aux Bruxellois. On nous explique qu'on va distribuer des allocations familiales, une prime de 100 €. Donc une prime de 100 € pour des familles effectivement qui ont des revenus modestes. Ça, c'est pas une bonne idée non plus? Alors, c'est bien de soutenir les familles et les revenus modestes. Mais pour pouvoir se permettre ça, vous savez, c'est comme dans un ménage. Il faut d'abord créer de la richesse avant de la distribuer. Ici, on part vers un endettement qui est exponentiel. Et je dirais oui, sans hésiter, si je voyais des mesures à côté de ça qui parlaient d'attirer l'investissement, de soutenir l'innovation. Je n'ai pas retrouvé le mot innovation, je le cherche encore. Donc, il faut s'imaginer que partout en Europe, les régions vous parlent du post-Covid en parlant d'innovation, de technologie, de développer la digitalisation, de soutenir l'entrepreneuriat. À Bruxelles, qui est pourtant la capitale internationale et dont 20% d'ailleurs de l'économie tourne autour de cette position internationale, il n'y a pas un mot là-dessus sur l'innovation. Moi, je voudrais voir qu'on stimule l'entrepreneuriat parce qu'il faut créer des recettes. Et les recettes, il ne faut pas les créer avec des nouveaux impôts. Il faut les créer en attirant l'investissement. Et alors, on crée de la richesse qu'on peut distribuer. Mais si on veut quelque chose qui tienne, qui soit de la sécurité sociale, qui soit pérenne, parce que j'associe ça à la sécurité sociale, il faut évidemment d'abord créer des moyens. Oui.
On avait hier Françoise de Smet, donc pour le PTB, qui nous indiquait qu'elle trouvait que le plan du gouvernement n'allait pas assez loin. Donc vous, on entend bien que pour vous, il s'est plutôt trompé d'orientation et de direction. Juste une question sur cette fameuse mesure, cette fameuse prime de 100 € pour les familles modestes. Le PTB a dit que cette mesure-là, par contre, il allait la soutenir lorsqu'il faudrait passer au vote. Est-ce que le mouvement réformateur, cette mesure-là ou d'autres mesures du plan, il a quand même l'intention de les soutenir, ou ce sera un vote négatif sur tous les aspects du plan, ce qui vous concerne? Fabrice Grosfilet, c'est un peu tôt pour vous le dire, puisqu'on n'a même pas encore reçu les documents du plan aujourd'hui. Donc, si vous voulez, un vent favorable m'a apporté quelques-uns des éléments du PowerPoint, mais aujourd'hui, le gouvernement bruxellois ne nous a transmis aucun document sur ce plan. Donc, on aura le débat en commission lundi. J'attends avec impatience de recevoir les documents, et puis je reviendrai avec grand plaisir vous exposer notre position. Oui, encore une question quand même là-dessus, Alexia Bertrand, puisque vous avez mis en avant le risque d'endettement de la région bruxelloise. Est-ce que c'est quand même pas ce que font tous les gouvernements régionaux et tous les gouvernements d'Europe d'ailleurs? Et par exemple, en région wallonne, Jean-Luc Cruc, membre de votre parti, qui est ministre du budget et des finances de la région wallonne, il assume complètement qu'on doit aller vers de l'endettement en ce moment. C'est quoi la différence entre Bruxelles et la Wallonie? Merci de poser la question, vous avez raison, parce que j'ai rappelé au ministre des Finances, l'endettement, bien sûr, c'est OK en période de coronavirus. Il faut s'endetter parce qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives aujourd'hui. Par contre, quand on s'endette, et surtout quand on est dans la situation du gouvernement bruxellois qui a un endettement qui allait doubler sous cette législature, il faut que ce soit des mesures ciblées, pas de cadeaux, et il faut trouver des nouvelles recettes, et une fois de plus, j'insiste, pas par l'impôt. C'est-à-dire qu'il faut créer un terrain fertile pour l'entrepreneuriat, pour l'investissement. Et c'est ça le problème que j'ai. C'est qu'ici, on fait de l'endettement qui justifie en fait toute une série de politiques qui étaient prévues avant et qui n'a pas vocation à créer par ailleurs une nouvelle classe moyenne, à créer de la richesse en région bruxelloise, mais qui va contribuer à un appauvrissement qui devient un cercle vicieux d'appauvrissement en région bruxelloise. Ouais. Voilà. Donc, endettement, oui, pour des mesures ciblées, mais pour que ça devienne aussi un levier pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse, pour créer des investissements. Et c'est ça qu'on ne retrouve pas aujourd'hui. On aura bien retenu donc que le Covid-19 ne vous rapproche pas de la vision défendue par l'équipe de Rudy Vervoort. Je voudrais vous interroger sur 2-3 autres éléments d'actualité, Alexia Bertrand, si vous voulez bien. La première, c'est toutes ces polémiques et tous ces débats qu'on voit notamment dans les journaux au sujet des pistes cyclables qui sont en train d'être installées un petit peu partout en région bruxelloise. Elke van den Brand avait annoncé 40 km. On voit qu'il y a un certain nombre de pistes qui sont en train, en ce moment même, d'être dessinées au sol. On vous a déjà interrogé, mais est-ce que vous avez le sentiment que le débat qui est en train de s'enflammer, notamment sur les réseaux sociaux et dans les journaux, fait que ça va devenir compliqué? C'est un atout ou c'est un handicap d'avoir une piste cyclable et de retirer un peu d'espace aux voitures dans une grande ville comme Bruxelles? Alors, des pistes cyclables, on en demande depuis longtemps et il faut qu'elles soient sécurisées. Tous les cyclistes savent qu'il y a un problème au niveau des itinéraires cyclistes régionaux et qu'il y a des endroits qui sont véritablement dangereux. Donc, ce n'est pas ça qui est remis en cause. Mais venir dessiner avec un pot de peinture pendant la nuit une piste cyclable sur le rond-point Louise ou ajouter une troisième piste cyclable sur le boulevard Lambermont où il y en avait déjà 2, en fait, pour vous dire la vérité, pour être tout à fait exact, sur le boulevard Lambermont, il y en avait une et l'autre côté, c'est une voie cyclable. Donc, les voitures peuvent rouler dessus aussi. C'est pas tout à fait la même chose. On peut jouer évidemment sur les mots volontiers, mais pour moi, vous savez, on l'appelle table, chaise, ça revient au même. La question, c'est quelle est la politique qu'on choisit de faire? Est-ce qu'on fait ça avec de la concertation? Est-ce qu'on met en place des infrastructures qui sont structurelles? Ou est-ce qu'on vient le faire rapidement avec un pot de peinture pendant la nuit en n'envisageant pas les conséquences de ce qu'on fait? Aujourd'hui, il y a toute une série de personnes qui télétravaillent encore, et c'est très bien, mais quand la vie va reprendre réellement et la vie professionnelle en automne, on va quand même voir une série de conséquences et il faudra examiner ça alors de manière tout à fait ouverte, ensemble. Parce que si aujourd'hui on bouge tous les axes d'accès à Bruxelles et que plus personne ne peut rentrer dans la ville, vous allez avoir un problème qui va être un effet domino sur toute une série de secteurs, en commençant par le commerce. Alors si on veut plus de commerce à Bruxelles, qu'on me le dise, mais une fois de plus, au mouvement réformateur, nous ne sommes pas opposés aux pistes cyclables, ça fait 15 ans qu'on les réclame. Ce que nous demandons, c'est que ça se fasse de manière organisée, concertée, qu'on regarde les meilleurs endroits pour les mettre et qu'on évalue l'impact sur les autres modes de transport. Arrêtons d'opposer les modes de transport entre eux. Et pour revenir au plan de relance,
On n'y parle d'ailleurs que des piétons et des cyclistes, super. Il n'y a pas un mot sur le réseau de la STIB dans ce plan de relance. Il n'y a pas un mot pour les automobilistes, si ce n'est les parkings de dissuasion. J'avoue ne plus comprendre la stratégie du gouvernement bruxellois. Alors, une question sur le Covid-19. Alain Marron annonce qu'il envoie donc aujourd'hui aux maisons de repos de la région bruxelloise un plan de mobilisation en cas de seconde vague. Les maisons de repos ont jusqu'au 31 juillet pour se mettre en ordre. On s'y prend à l'avant cette fois-ci et on va devancer l'éventuelle seconde vague dont on ne sait pas si elle arrivera ou pas, mais a priori on devrait être prêt ou pas? Je l'espère parce que tout ce que j'ai lu dans la presse ce matin sur ce plan me paraît du bon sens. Avoir un hôpital, un contact avec un médecin référent dans un hôpital, prévoir un stock de matériel, d'équipements de protection individuelle, avoir des formations sur comment ça fonctionne, tester et puis isoler le personnel qui est contaminé. Ça me paraît, je vais vous dire, une évidence. Et je me rappelle des paroles d'Alain Marron qui nous disait début mai qu'il était tout nu face à la crise et qu'il n'y avait pas de plan d'urgence pour les maisons de repos. Donc cette fois-ci, il y en a un. Des formations politiques le réclamaient depuis début avril. On est quasiment mi-juillet. Voilà, je ne sais pas pourquoi on a attendu aussi longtemps pour avoir des mesures qui me paraissent être de bon sens, mais j'espère effectivement que cette fois, on sera prêt parce qu'on sait que la surmortalité à Bruxelles a été plus importante que dans les deux autres régions et que c'est dans les maisons de repos qu'on a eu le plus de décès. Oui, alors justement, il y aura une commission spéciale. Pourquoi ce n'est pas une commission d'enquête? Est-ce que la commission spéciale au Parlement bruxellois pour revenir sur la crise Covid-19, ça vous semble la bonne solution? Alors nous, on a prôné une commission spéciale, oui, parce que l'idée, c'est qu'une commission spéciale a déjà tous les outils dont il faut pour se saisir du problème. Et surtout, on voulait une cohérence avec les autres niveaux de pouvoir et on ne voulait pas refaire le travail 3 fois. Donc nous, ce qu'on avait demandé, c'était d'avoir quelque chose, une commission qui serait interparlementaire. Alors on a été les seuls à prôner ça manifestement, mais c'est quand même dommage que tous ces experts vont devoir passer devant chacun des différents parlements et que tout le monde va travailler dans son coin sans faire de relais. Mais l'idée, c'était que la commission spéciale, pour nous, puisse se muer en commission d'enquête si on voit qu'il y a un problème au niveau de la production de documents ou de la convocation ou des auditions des experts. Alors ça a été refusé par la majorité qui a franchement fait un texte à minima avec 2 paragraphes où ne figure même pas Fabrice Grosfilet, et ça va vous choquer, je pense, le mot maison de repos. Donc vous imaginez, la crise à Bruxelles, elle s'est produite au premier plan dans les maisons de repos, c'est là qu'il y a eu le plus grand taux de décès proportionnellement, et en fait, visiblement, il n'y a pas d'intention de faire la clarté sur ce sujet-là. Ouais. Est-ce qu'on sait déjà quels seront les parlementaires du mouvement réformateur qui siégeront dans cette commission spéciale, Alexia Bertrand? Oui, absolument. C'est David Leister et moi-même qui allons siéger là-dedans. David s'est beaucoup penché sur les matières de santé et sur le sujet des maisons de repos. Et moi-même, comme chef de groupe, j'ai interpellé à plusieurs reprises sur l'ensemble des mesures. Donc nous allons faire ça ensemble. Voilà, et donc suite des débats, évidemment, à la rentrée parlementaire à l'automne, vraisemblablement, pour reparler évidemment du Covid-19 et de sa gestion en région bruxelloise. Merci Alexia Bertrand d'avoir été avec nous ce midi. Je rappelle, vous êtes chef de groupe pour le mouvement réformateur au Parlement régional bruxellois.